Bah alors la dernière fois j'étais avec mon ami, on était à Qumran, et en fait à côté de Qumran il y a les manuscrits de la mer morte, et apparemment ceux qui ont écrit les manuscrits, Oui, c'est les Esséniens. Donc maintenant je viens avec la question, qui sont les Esséniens? oui, oui, Pour commencer. oui. Et puis après on va enchaîner sur plusieurs questions qui suivent. Écoute, alors tu disais que vous étiez à Qumran, oui. Mhm. Et il y a les manuscrits là-bas. Déjà, je voulais savoir si les Esséniens, ceux qui ont écrit les manuscrits, ils ont un rapport avec Qumran, parce qu'il y en a certains qui disent qu'il n'y a pas de lien entre Qumran et les manuscrits de la mer morte. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, ah, moi personnellement, euh, tu sais comment c'est? En fait, sur les Esséniens, il y a seulement trois sources qui parlent des Esséniens comme groupe qui existe. Il y a, euh, il y a Philon d'Alexandrie, il y a Flavius Joseph et il y a Pline le Jeune. C'est deux juifs et un romain. Enfin, mais c'est deux juifs qui sont. Philon et Joseph, ce sont deux juifs. Et Philon, il écrit autour des années 30-40 du 1er siècle en Alexandrie. Et Flavius Joseph, il écrit vers 80, 90, 100 à Rome. Et les deux parlent des Esséniens comme cette espèce de groupe un peu ascétique. Tu vois ce que c'est ascétique? Qui mène une vie très humble et très réglée, comme des moines, tu sais. Du matin au soir, il y a toujours des trucs à faire. Et assez isolé, même si pour Joseph, il dit qu'il y avait quand même des Esséniens qui vivaient dans des villes. Et, et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que dans 47, quand les rouleaux de la mer Morte ont été... Ah oui, pardon. Et il y a l'autre source qui dit justement que les Esséniens vivaient à côté de la mer Morte. Ok. Il y a cette source qui le dit. Du 1er siècle, tu vois, c'est assez contemporain aux événements. Et les trois sources, ils parlent de la même Du période? coup, oui, à peu près ce 1er siècle. Les trois sources datent du 1er siècle de notre ère. Pas exactement du même moment, mais quand même, tu vois. Et, et voilà. Et puis, quand les rouleaux de la mer Morte ont été découverts, on a décidé que c'était... on a tout de suite fait l'association. Même si le mot essénien ou essénim en hébreu n'apparaît nulle part sur le rouleau, on a tout de suite fait l'association, comme quoi ce sont eux, ça appartient aux Esséniens. Mais comme tu as vu, tu étais sur le site, alors tu as vu qu'il y a le site, cette espèce de ville un peu monastique, où tu as des bars rituels Ouais. et des pièces où les gens habitaient. Mhm. Et puis, les falaises où on a trouvé le rouleau, c'est quand même assez loin. C'est à quelques 200-300 mètres à l'ouest, et c'est sur la falaise. C'est très grand, enfin, c'est très loin. Et c'est très difficile d'accès. Et du coup, il y a aussi des gens, mais ça, c'est des thèses qui sont pas très répandues, mais il y a quand même quelques-uns qui le pensent, que entre le site de Qumran et les grottes où les rouleaux ont été découverts, il n'y a aucun lien. Tu vois, comme quoi les rouleaux, c'est juste une sorte de une cachette pour des textes sacrés. Et puis, la communauté qui vivait là-bas n'avait pas grand-chose à faire avec le rouleau. Mais il y a presque personne qui pense ça, et je pense pas que ce soit vrai. C'est-à-dire que, et tu sais il y a eu des analyses chimiques qui ont été faites sur l'encre de rouleau, parce qu'on a écrit avec de l'encre. Et du coup, pour produire de l'encre, il faut de l'eau, n'est-ce pas? Et du coup, on a fait des analyses chimiques sur l'encre de rouleau, et on a trouvé que l'eau qui a été utilisée, c'est l'eau qui venait de la mer Morte. C'est-à-dire que ce sont des rouleaux qui ont été rédigés sur place. Parce qu'il y a eu des gens qui disaient non, ce sont des rouleaux qui ont été ramenés d'un peu partout, surtout de Jérusalem, et qu'on les a cachés là-bas.
Et là, on peut prouver que c'est quand même des rouleaux, enfin prouver avec beaucoup de probabilité, que c'est quand même des rouleaux qui ont été rédigés sur place. Et ça, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, le consensus scientifique qui Voilà. s'accorde. Mais ça, c'est pour l'identification avec les Esséniens et les pas consensuels, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le contestent, mais elle est quand même assez majoritaire. La plupart d'historiens aujourd'hui font cette association. Après, c'est quand même curieux que ce groupe, il ne se réfère jamais à lui-même comme essénien. Il l'utilise jamais, comme je te dis, dans les, je sais pas, 1000 rouleaux, je sais pas exactement quel est le nombre exact, il n'y a jamais ce nom, essénien. En fait, les Esséniens, c'est un mouvement qui s'est séparé du peuple juif à un moment donné. À quel moment ils se sont séparés? Non, c'est pas, il y a pas de séparation, tout à fait. Mais au contraire même, il y a une, c'est comme une fraction qui se voit toujours très attachée aux symboles nationaux juifs, c'est-à-dire à la Torah et surtout au Dieu, le Dieu juif, les textes sacrés juifs, mais qui considèrent que leur manière de pratiquer ce qu'on peut appeler le judaïsme, même si c'est un mot qui n'existe pas à l'époque, est plus conforme, plus authentique que ce que font la plupart des gens. On peut voir ça comme des juifs un peu radicaux, tu vois. C'est pas du tout qu'ils se séparent du peuple juif, c'est pas du tout ça. Et la question de savoir quand est-ce que ça arrive, alors ça arrive probablement au IIe siècle, au 1er siècle avant notre ère, pendant la période hasmonéenne. Tu sais qu'il y a eu pendant un siècle, il y a eu un royaume hasmonéen à Jérusalem, qui était plus ou moins indépendant, un royaume juif indépendant. Et ce royaume, il a commencé avec Mattathia et Juda, les Maccabéens. Tu connais l'histoire, j'imagine. C'était avant le premier temple? Non, ça c'était pendant la période du deuxième temple. Ok. En fait, le deuxième temple, je te fais juste un petit cours d'histoire. Ouais. Le deuxième temple, il est construit vers le 5e siècle avant notre ère, lorsque la région se trouve sous la domination de l'Empire perse. Ouais. Et c'est une sorte de province perse. La Judée est une province perse avec le temple. Et ça, c'est déjà le deuxième temple. Et puis, il y a les Grecs qui arrivent, Alexandre le Grand qui arrive. Et puis, il y a, pendant quelques années, on reste une sorte un royaume en tutelle avec la domination grecque. Et puis, il y a Antiochus le IV qui essaye qui fait des réformes. Et il y a les prêtres hasmonéens qui se révoltent contre lui. Et puis ces prêtres-là deviennent le roi de ce royaume, de la Judée et de Jérusalem. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'on arrive à une situation qui n'a jamais eu lieu, où c'est le roi qui est aussi le grand prêtre. Du coup, il n'y a pas de séparation du pouvoir. Parce que jusque-là, il y avait le grand prêtre qui remplissait une fonction, et puis le roi était souvent l'empereur étranger, tu vois. Ou bien le roi, que ce soit David ou Shaoul, mais la fonction n'a jamais été remplie par la même personne. Avec les Hasmonéens, c'est la même personne qui remplit et la fonction politique et la fonction sacerdotale. Et ça, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ça. Et selon toute vraisemblance, c'est là où commence cette espèce de schisme, de cette séparation, comme tu dis, d'un groupe qui dit non, nous on ne veut pas vivre comme ça. On pense que pour rester fidèle à notre Dieu, il ne faut pas rester à Jérusalem, il faut aller dans le désert.
Et c'est là où il faut constituer une communauté à part, qui va être plus authentique et qui va remplir de manière plus directe le lien avec le Dieu. Je vois. Et Tu du vois? coup, l'écriture des manuscrits n'a pas eu d'influence par le peuple juif qui a continué sa vie à Jérusalem et... Pas du tout. Non, c'est pas vrai ce que tu dis, parce que déjà, il y a une bonne partie de manuscrits que ceux qui s'exilent dans le désert, ils ramènent avec eux. Et du coup, on sait qu'une bonne partie de manuscrits vient de Jérusalem. Et puis, il y a beaucoup de choses qui continuent à être, beaucoup de textes qui sont diffusés à la fois à l'intérieur de la communauté, mais aussi en dehors. Par exemple, le livre de Jubilé ou le livre du Siracide, le Ben Sira. On le connaît en dehors de la communauté, il est aussi copié là-bas. Et puis, tous les livres de la Bible, pendant tous les livres de la Bible, continuent à être copiés dans le désert. Et puis, évidemment, ils sont aussi continuent à être copiés, être étudiés, être lus en dehors du désert. Donc, qu'est-ce qu'on apprend avec les manuscrits? On apprend beaucoup de choses dans les manuscrits. Mais normalement, on divise les manuscrits en deux groupes, justement. Il y a les manuscrits dits sectaires, tu vois, qui sont des textes. Enfin, on divise les textes, on peut dire, parce qu'il faut distinguer entre texte et manuscrit. Le manuscrit, c'est l'objet qui peut contenir un texte qui est beaucoup plus vieux que le manuscrit lui-même, tu vois. Et du coup, on distingue les textes qu'on a trouvés à Qumran en deux groupes. Il y a les textes sectaires, qui sont les textes ce sont les règles de la communauté. Ce sont des textes qui n'apparaissent que à l'intérieur de cette communauté de Qumran. Et ça, c'est soit des règles. D'abord, par exemple, il y a ce qu'on appelle le Serach HaYachad. Yachad, c'est, voilà, tu connais le mot Yachad en hébreu, ouais. mais là-bas, ça veut dire l'assemblée, l'ensemble, et qui régule vraiment le comportement du groupe de l'individu, comment faire l'initiation, parce que tu ne peux pas, si tu veux devenir membre de la secte, tu ne peux pas le faire tout de suite. Il y a un processus, ça prend plusieurs années d'initiation, et du coup, il y a un texte qui décrit tout ça. Ça, c'est un texte sectaire. Il y a un autre texte qui s'appelle Milchemet Bnei Yaor Bnei Choshech, la guerre des fils de lumière contre le fils de ténèbres, qui est une sorte de mythe comme ça, qui raconte un peu l'histoire de ce groupe, de la secte, mais de manière très mythique. Ça, c'est un texte qu'on ne trouve que à Qumran. Et c'est pour ça qu'on le considère comme un texte sectaire. Il y a un autre groupe de textes qui s'appelle les Pesharim, Pesher, comme l'explication. Pesher Chavakouk, c'est des petites explications sur des livres bibliques de prophètes comme Chavakouk ou Nahum, c'est des livres de la Bible, de 12 prophètes. Et là, on lit le texte, on explique comment chaque verset est une sorte de prophétie sur quelque chose qui raconte l'histoire de la secte elle-même. Comment le maître, le fondateur de la secte a fui Jérusalem et comment il est arrivé dans le désert. Voilà, il y a ce texte-là. Et puis, à côté de ce texte sectaire, on a les textes non sectaires qui circulent aussi en dehors de la communauté. Et ça, c'est tous les textes bibliques. Ça, c'est le texte de Jubilé, le texte de Siracide dont j'ai parlé, et beaucoup d'autres textes. Et du coup, ce que ça montre, c'est que la communauté de Qumran n'a pas été complètement isolée, qu'ils ont continué à avoir des liens culturels et textuels avec l'environnement extérieur. Il y a aussi, c'est très important, il y a aussi beaucoup de textes en araméen et beaucoup de textes en grec. Beaucoup de textes en grec.
ce qui montre aussi que c'est un groupe qui est intégré dans la région, parce que le grec, c'est la langue parlée dans l'Empire romain de l'Orient. Le latin, c'est le grec. Dans cette région-là, et tu vois que le grec, il y a beaucoup de textes religieuses. Il y a beaucoup de traductions de la Bible, par exemple, au grec. Tu le trouves là-bas. Oui, on apprend, enfin, c'est qu'on apprend, on apprend beaucoup de choses. Ça dépend de ce qui t'intéresse. Ouais, je vois. Ok, mais du coup, il y a eu un moment où alors ils sont revenus au peuple d'Israël, ou alors il y a eu en fait constamment une sorte de lien. Non, je pense qu'il y a tout constamment une sorte de lien, mais peuple d'Israël, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vois, je pense que oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là, peuple d'Israël? Je sais pas, en fait, à cette période, on peut pas savoir s'il y avait vraiment un peuple, parce qu'il y a eu, si je comprends bien, il y a eu plusieurs sectes qui ont été séparées, enfin pas vraiment séparées, mais qui ont été différenciées de la majorité. Est-ce que toi, tu considères aujourd'hui que Neturei Karta, par exemple, ou Aïda Haradit, tu vois qui c'est Neturei Karta? Ouais. Tu vois est-ce que tu considères qu'ils font partie du peuple d'Israël? Est-ce qu'eux, ils pensent qu'ils font partie du peuple d'Israël? Est-ce qu'ils pensent que toi, tu fais partie du peuple d'Israël? Tu vois, c'est très subjectif. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais eux, ils se pensaient comment? Je sais pas ce que c'est. Ils pensaient qu'ils étaient du peuple d'Israël? Ils pensaient qu'ils faisaient partie d'Israël. Je sais pas. En fait, ça, c'est une question qu'il faut voir si et comment ils utilisent le terme peuple dans leur texte. Je pense pas qu'ils l'utilisent beaucoup. Ils se considèrent plus comme une congrégation, comme Eda, et pas comme peuple. Je pense pas qu'ils se voient comme peuple, mais après, ça veut pas dire qu'ils ne se voient pas comme faisant partie du peuple. Enfin, je sais pas, je ne saurais pas te dire. Je vois. Mais c'est différent. C'est aussi la question du regard extérieur. Je pense que pour un soldat romain, par exemple, qui est dans la région au 1er siècle de notre ère, et il voit ce groupe de gens qui lisent des textes, notamment en hébreu, qui ont un lien avec les prêtres de Jérusalem, même si c'est un lien conflictuel, mais ils ont un lien avec eux, et qui partagent à la base la même culture avec les Juifs de Jérusalem. Du coup, pour quelqu'un qui le regarde de l'extérieur, oui, il serait juif. Il serait juif. Mais voilà, c'est toujours, il y a ces deux questions. Est-ce que c'est, enfin, le regard extérieur, le regard intérieur? Je vois. J'ai une dernière petite question. Je me demandais pourquoi ils ont caché les manuscrits dans une grotte. Ça, c'est une bonne question et on ne sait pas. On ne sait pas exactement si les grottes, ce qu'on a trouvé, c'est juste une cachette qui a été comme ça choisie à la dernière minute, avant que les Romains arrivent, tu vois, quand c'était la grande guerre, quand les temples étaient détruits, etc. Ou bien si c'était une sorte de gnisa, où on a juste jeté comme ça des textes dont on n'en avait plus besoin parce qu'on a copié d'autres textes. Ou peut-être c'était une sorte de bibliothèque où on a conservé des textes de manière plus ou moins arrangée. Et on ne sait pas. Et il y a plusieurs thèses là-dessus, mais il n'y a aucune thèse concluante. Il y a ces trois possibilités, que ce soit une bibliothèque, que ce soit une cachette ou que ce soit une sorte de gnisa. Oui. Il y en avait combien à peu près des Esséniens? Ils étaient combien? Ils ont vécu pendant combien de temps? Alors, normalement, les Esséniens, je pense que c'est un groupe... c'est ça le problème, puisqu'on a le terme essénien, on le trouve seulement dans les sources dites littéraires qui parlent d'eux, c'est pas les sources elles-mêmes. Alors, on ne sait pas trop c'est sûr que lorsque Joseph parle des Esséniens, il n'a pas tout à fait le même groupe à l'esprit que lorsque Philon parle des Esséniens. Tu sais, c'est comme aujourd'hui, quand tu dis
toi, tu peux dire musulman et puis tu peux faire un groupe, mais en fait, à l'intérieur de ce groupe, il y a des gens qui se disent non, en fait, moi, je ne vois pas du tout, Ouais. je suis pas du tout dans le même groupe avec lui, etc. Mais ils se donnaient pas un nom, eux? Alors voilà, là, ce que je te dis, c'est que si on lit les textes de Qumran qu'on associe aux Esséniens, mais on peut pas être 100% sûr. On voit qu'eux-mêmes, ils ne se donnent pas ce nom de Esséniens. Ils disent, ils parlent de Yahad, ils faisaient partie d'une communauté de l'ensemble, des choses comme ça, mais pas des Esséniens. Ils disent pas Issim. Le mot en hébreu, voilà, c'est Issim. Issim. Et on ne trouve jamais ce mot dans aucun des rouleaux. On a trouvé ce nom. Et il n'y a aucun nom où ils disent jamais nous on s'appelle comme ça. On voit très bien qu'ils ont une identité distincte, mais à aucun moment on trouve voilà, on s'appelle ceci ou cela. Du coup, ça reste flou. Ouais. Ça reste flou, on peut pas avoir une réponse claire. Ils étaient pas très nombreux en plus. Ah voilà, la question de leur nombre. Je pense qu'ils sont arrivés à quelques milliers, voilà, au maximum. Mais parce que là, on peut faire une analyse du cimetière. Il y a un cimetière Qumran. Et du coup, on a trouvé là-bas, je pense, quelques milliers de squelettes au total. Mais c'est quand même un cimetière qui a été actif pendant peut-être 2-3 siècles. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais selon Joseph, voilà, oui, selon Flavius Joseph, c'est important de le savoir. Il dit qu'il y avait aussi des Esséniens qui vivaient dans les villes. Que c'était pas seulement ceux qui vivaient dans les déserts. Il y avait aussi des Esséniens qui vivaient dans les villes, qui étaient mariés, qui avaient des familles. Et Joseph, et aussi Philon d'Alexandrie, les décrivent, Joseph le dit, enfin vraiment clairement, que c'est une philosophie, que c'est comme une école, c'est une manière de vivre. Une philosophie dans le sens, voilà, ça c'est dans le sens antique tout le temps. C'est une manière de penser, mais c'est aussi une manière de vivre. Et du coup, la plupart le vivent dans les déserts, mais il y a aussi des gens qui le vivent à l'intérieur de villes, et ces gens-là, on ne sait pas combien il y en avait. On ne connaît pas le nombre exact. Bah, je pense que tu m'as clarifié la plupart de mes questions. Ron, je te remercie beaucoup. Avec plaisir, bon courage, et envoie-moi la vidéo. Moi j'ai bien aimé tes autres vidéos, c'est très drôle. Ah, et voilà, n'hésite pas si tu as des questions, d'autres questions, n'hésite pas. Bon courage. Bon, ok, c'était un plaisir, bon courage, et voilà. Merci énormément. Tiens-moi au courant. Ciao. Au revoir. De rien, au revoir, bye bye. Bye.